reprends ça. Donc voilà, parce que j'étais arrivé déjà à la page 100, je ne sais pas, 184 ou un truc comme ça, avec mon frère Kirikou et autres. Mais là, je reprends pour qu'on puisse être au même pied d'égalité, entre guillemets. Alors, quelles doivent être les relations avec la France? Depuis les années 1990, à Boaké, alors ça serait possible parce qu'en Côte d'Ivoire, je pense que le livre est interdit. Je pense que le livre est interdit. Pour ceux qui ont la possibilité d'aller à Carrefour, je sais pas, à Cocody, je sais pas quoi là, dans le secteur effectivement UP, façon là. Peut-être vous pouvez en trouver, mais je pense que le livre est interdit. Parce que M. Ouattara et Sesbi là ne veulent pas vraiment que l'on sache la vérité. Donc vous pouvez peut-être l'avoir, excusez-moi, en format numérique, donc PDF sur Internet. Tapez juste sur Google ou dans la barre des recherches là, libre pour la vérité et la justice. Et vous allez voir comment vous pouvez obtenir le livre. Voilà. Sois salut URM, j'espère que tu vas bien. Je continue la lecture alors. Quelles doivent être les relations avec la France? Depuis les années 1990, la France n'a plus les moyens financiers et militaires de gérer l'Afrique ou de jouer les euros sur le continent. Elle doit reconsidérer le modèle de sa relation avec ses anciennes colonies. Les besoins de l'Afrique augmentent très vite et la France n'est plus en capacité de les satisfaire. D'autre part, on devrait comprendre à Paris et se méfier. Les nouvelles générations ne ressemblent pas à la mienne. Enseigné de la maternelle au baccalauréat par des Français et des Blancs. Alors que je n'étais pas encore président et que je n'avais même pas les moyens de les aider. Mes grandes filles sont parties aux États-Unis, à Atlanta, pour faire leurs études. Elles n'avaient déjà plus la fascination exclusive pour la France. Les jeunes Africains savent qu'ils n'y sont pas attendus avec bienveillance. Ce n'est plus un rêve pour eux. Ils sont donc moins bien disposés que nous envers la France et les Français. Et tout à fait imperméables aux arguments employés pour justifier leur pouvoir sur nos affaires. Il y a toujours sous-jacent le même procès d'intention. Nous ne sommes pas capables de nous gouverner seuls. Et nous ne savons pas ce qu'est la démocratie. Ça, c'est ce que les Français disent à chaque fois. Quand j'entends, par exemple, les critiques françaises vis-à-vis du pouvoir de Kagame au Rwanda, jugées trop autoritaires, je me dis que, décidément, oui, les élites parisiennes ont la mémoire courte et la morgue facile. Habib Bourguiba, en Tunisie, en accord avec Paris, a réformé son pays en se basant sur le pouvoir de fait de son parti unique. Léopold Senghor a créé 3 partis au Sénégal par décret pour plaire à l'Occident, dans une imitation de fausse démocratie. Amani Diori, au Niger, est aussi venu au pouvoir à la tête de son parti unique, le seul autorisé par Paris qui avait interdit le multipartisme. Il en sera chassé opportunément par un coup d'État commandité à Paris lorsqu'il aura eu la fâcheuse idée de vouloir négocier l'uranium, principale richesse du pays, avec le Canada, qui lui en offrait un prix beaucoup plus élevé que la France. Vous voyez la France? Quand la France voit que ses intérêts sont menacés, elle va te soutenir jusqu'à un moment donné. Et lorsque tu vas vouloir changer de vision avec Paris, directement, elle prépare le même coup d'État pour te chasser. Ce pays-là, putain, c'est lamentable, putain, mais c'est incroyable, ces autorités-là. Bref, si j'ajoute, pour le clin d'œil, que Mme Chirac fut un jour invalidée dans une élection, locale parce qu'il y avait eu plus de votants que d'électeurs. Je crois qu'il faut arrêter de recevoir des leçons. Je me suis battu pour instaurer le multipartisme en Côte d'Ivoire, contre le parti unique de Houphouët, validé par Paris, puis pour bâtir des institutions dans mon pays. Je les dérangeais parce que j'étais populaire. C'est le profil qu'ils n'aiment pas.
Et c'est une erreur à moyen et à long terme. Avec nous, il faudra développer des partenariats en nous laissant notre entière liberté de choix. Et tout ira mieux. Le président Gbagbo l'a dit, mais il ne l'a pas écouté. Le président Gbagbo l'a dit, il ne l'a pas écouté. Il va falloir développer une nouvelle une nouvelle vision avec l'Afrique, de nouveaux partenariats avec l'Afrique. Parce que votre condescendance vis-à-vis de l'Afrique doit changer. Ça ne peut pas aller encore jusqu'à ce que vous puissiez même renverser des pouvoirs, parce que la nouvelle génération comprend autre chose. Ils n'ont pas écouté à avoir une politique, et surtout de l'Afrique de l'Ouest, bien sûr, de l'Afrique francophone, bien sûr. Mais aujourd'hui, Paris a perdu l'AES, entre guillemets, hein. On va dire ça comme ça. Pourtant, le président Gbagbo le disait, hein. Il le disait. Ils ne l'ont pas écouté. Il le disait. Il l'a dit dans le livre. Ils ne l'ont pas écouté. Bref, on continue la lecture. Aujourd'hui, je regarde vers l'avenir. Je n'ai jamais cessé de le faire. Je reprends. Aujourd'hui, je regarde vers l'avenir. Je n'ai jamais cessé de le faire. On n'investit pas toutes ses forces et toute sa vie au service du peuple ivoirien et de certaines idées, en payant le prix pour renoncer au gré des circonstances, fût-elle la prison. Vous avez entendu? C'est fort, hein, ce qu'il vient de dire. Ce que le président Gbagbo vient de dire, c'est très très fort. Pour ceux qui comprennent déjà le langage soutenu et surtout même le langage facile du président. Vous voyez, c'est un président qui on n'investit pas toutes ses forces et toute sa vie au service du peuple ivoirien et de certaines idées en payant le prix pour renoncer au gré des circonstances, fût-elle la prison. Je vais expliquer terre à terre pour nos frères et sœurs, nos petits frères et sœurs. Le président Gbagbo dit ici que il ne va pas se voir en mettant toutes ses forces, en allant en prison, en étant combattu par tout le monde, et puis venir aujourd'hui refuser, entre guillemets, de continuer le combat qu'il a toujours mené. C'est qu'il a mené depuis qu'il avait 18 ans jusqu'à présent. Non, non, non. Il continuera de mener ce combat-là. Parce qu'il regarde toujours devant l'avenir. Il regarde toujours à l'avenir. Il pense toujours à la Côte d'Ivoire. Il pense toujours à l'Afrique. Il pense toujours à ce qu'il peut apporter aux Ivoiriens. Voilà ce que le président Gbagbo dit ici dans ce dernier paragraphe-là. Je reprends. Aujourd'hui, je regarde vers l'avenir. Je n'ai jamais cessé de le faire. On n'investit pas toutes ses forces et toute sa vie au service du peuple ivoirien et de certaines idées, en payant le prix pour renoncer au gré des circonstances, fût-elle la prison. Ce sont des circonstances, parce qu'il a été emprisonné. Mais il dit, c'est pas parce que il y a des circonstances qui, effectivement, sont comme la prison ou des bombardements de ma résidence qu'aujourd'hui je vais abandonner. Non, parce que j'ai combattu un système et je continuerai à combattre parce que j'ai des idées pour le peuple de Côte d'Ivoire, j'ai des idées pour le peuple ivoirien, j'ai des idées pour le peuple africain. Malgré son âge, il est là et il nous soutient dans ce combat-là. C'est nous qui devons donc l'aider à continuer le combat qu'il mène pour nous. Le président Gbagbo se bat pour nous, on ne se bat pas pour lui. Les gens ne le comprennent pas. Le président Laurent Gbagbo se bat pour nous, il ne se bat pas pour lui-même. Nous-mêmes, on ne se bat pas pour lui. Nous devons le savoir. Il se bat pour nous. L'homme que nous connaissons, notre guide, se bat pour nous. Mes frères et sœurs, je continue. Croyez-vous que la Côte d'Ivoire puisse désormais vivre en paix? Point d'interrogation. Écoutez ce que le président Gbagbo a dit ici. Écoutez très bien ce que le président Gbagbo a dit ici. Écoutez, mes frères et sœurs. Les Ivoiriens sont pacifiques. Tout le monde le sait. Être violent, ce n'est pas leur nature. La violence a été importée en Côte d'Ivoire. Tout le monde le sait. Les Ivoiriens se retrouveront pour vivre le meilleur ensemble si on leur rend ce à quoi ils aspirent, c'est-à-dire la vérité et la justice, la dignité.
Le président Gbagbo nous dit que les Ivoiriens ne sont pas violents. Ils sont pacifiques. Effectivement, on n'est pas violents parce que nous ne sommes pas des sauvages. La violence a été importée en Côte d'Ivoire et tout le monde le sait. On sait qui a importé la violence en Côte d'Ivoire. Si on rétablit donc la justice, la vérité et la dignité des Ivoiriens, vous allez voir qu'ils vont vivre ensemble. Vous allez voir qu'ils vont vivre paisiblement dans l'harmonie sociale. Mes frères et sœurs, il faut continuer à lutter. Il faut continuer à aider cet homme-là qui se bat pour nous aujourd'hui. Pour ne pas regretter demain. Je vous le dis tout le temps. Prenez le temps de vous asseoir et de comprendre l'histoire de cet homme-là. De ce qu'il a pu mener comme combat pour nous, son peuple de Côte d'Ivoire. Pour réellement comprendre la vision que cet homme-là a pour nous. Prenons le temps de s'asseoir et de comprendre. On le sait tous, les Ivoiriens ne sont pas violents. La violence a été importée en Côte d'Ivoire. Je continue. Je vais tourner la page maintenant. Nous sommes... que je vais afficher ça, si ce n'est pas un commentaire bizarre. Commentaire là, je vais juste muter ça. Vous voyez, que Dieu pardonne les Noirs. Je vais pas aller en profondeur. Je vais juste muter ce commentaire-là. Et puis muter cette personne-là. Alors, muter, ok. Le bloquer, effectivement, on l'a bloqué. Je ne sais pas si c'est une femme ou c'est un garçon. Pour ne puisse avancer ensemble. Je vous remercie. Des portes. Il n'y a que ça à Schwenningen. J'y suis allé en toute saison pendant 6 ans pour continuer à bavarder avec Laurent Gbagbo. Une conversation au long cours, commencée en 2005, souvent interrompue, jamais rompue. Je l'ai retrouvé derrière les murs du pénitencier dédié aux génocidaires, tyrans, sanguinaires et autres dictateurs responsables de bains de sang. Ça, c'est effectivement la cellule dans laquelle se trouve le président Gbagbo, d'après les Occidentaux, d'après les Français qui l'ont conduit à la CPI. Parce que rappelez-vous, en parenthèse, je fais une parenthèse, bon, on va arriver là, mais c'est un peu long. Il faut savoir que le président Gbagbo a été envoyé à la CPI de façon illégale, sur aucune base juridique, hein, vous le savez tous, voilà. Et donc, ils ont utilisé une lettre qu'il a faite, effectivement, en 2005, je crois, pour demander à la CPI de venir faire des enquêtes lors des massacres qui sont, effectivement, perpétrés, effectivement, lors de la rébellion, effectivement, de 2002. Donc, et ils ont utilisé cette même lettre-là pour l'envoyer à la CPI. Et ça, c'est la France qui a fait ça. Bref, mais on y reviendra plus tard. Donc, c'est un peu ça. Et ce que je viens de citer là, c'est vraiment la partie où se trouve, entre guillemets, pour les Français, les Occidentaux, les grandes puissances, donc la CPI, qui n'est qu'une, effectivement, une cour pénale internationale pour, effectivement, des chaînes d'État africains, voilà, les plus faibles. Et ils ont utilisé cette prison-là pour mettre le président Gbagbo là-bas, donc tyran, sanguinaire, génocidaire, dictateur, responsable de bains de sang. Koudouyako! Mais ils t'ont blanchi eux-mêmes. Bref, on continue. Merci les frères et sœurs. L'heure est sans doute venue d'une vision moins partiale que celle dispensée aux moyens les plus chauds du combat politique et militaire, où tonnait l'artillerie médiatique. La guerre est finie, le brouillard médiatique est dissipé. Les vivants exigent de savoir pourquoi les fosses communes creusées partout dans le pays contiennent tant de morts. Eh Seigneur, il y a un Côte d'Ivoire.
Putain, j'ai mal. Voilà, c'est à cause, en fait, c'est à cause de tout ça, de toutes ces injustices, de toutes ces barbaries, de toutes ces, ces tueries que je mène ce combat-là. Et auprès d'un homme qui s'est toujours battu pour le peuple de Côte d'Ivoire. Pour rétablir la justice, la dignité et la vérité en Côte d'Ivoire. Que moi, Sylvain Abet, voilà, je mène ce combat-là. Parce que je veux que les Ivoiriens sachent la vérité. La vérité que le président Gbagbo a écrit dans ce livre. Libre pour la vérité et la justice. Voilà pourquoi je me donne pour obligation de faire au moins 2 publications par jour en lisant ce livre. Pour que vous sachiez toute la vérité contenue dans ce livre-là. Mes frères et sœurs, nous devons mener ce combat-là jusqu'à ce que les Ivoiriens prennent conscience de la méchanceté de ces personnes qu'on a accueillies chez nous, à savoir les apatrides notoires, venus des pays de l'AES aujourd'hui. Bon, l'AES en guillemets. Hein. Vous voyez, mais je continue ma lecture. Gbagbo et les siens ont été recouverts d'un flot ininterrompu d'accusations pendant 10 ans. Difficile d'imaginer ce que l'on pourrait y ajouter. On connaît excusez-moi, on connaît par le menu le livre noir de ce qui lui est reproché. L'écouter et parallèlement relater un certain nombre de faits, souvent occultés, ne peut que contribuer à une vision plus complète de l'histoire. Laurent Gbagbo fut longtemps seul sur le banc des accusés, devant la Cour pénale internationale. Charles Blé Goudé, le leader des jeunes patriotes, l'y a rejoint, échappant probablement à la mort dans les prisons de Ouattara, pour survivre à la haie. Les avocats de Gbagbo ont eu beau convaincre la Cour pénale internationale d'étendre ses enquêtes en amont de la crise post-électorale en 2002 aux racines de la crise et de la guerre. Ils n'ont toujours pas vu les juges s'attaquer je tourne la page, aux exactions perpétrées par les rebelles et leurs chefs dans une approche enfin globale de l'affaire ivoirienne. Je vais reprendre cette partie-là, désolé, parce que c'est très important que je reprenne cette partie pour qu'on puisse comprendre, entendre bien, mot par mot, entre guillemets. Voilà. Gbagbo et les siens ont été recouverts d'un flot ininterrompu d'accusations pendant 10 ans. Difficile d'imaginer ce que l'on pourrait y ajouter. On connaît par le menu le livre noir de ce qui lui est reproché. L'écouter et parallèlement relater un certain nombre de faits souvent occultés ne peut que contribuer à une vision plus complète de l'histoire. Laurent Gbagbo fut longtemps seul sur le banc des accusés devant la Cour pénale internationale. Charles Blé Goudé, le leader des jeunes patriotes, l'y a rejoint, échappant probablement à la mort dans les prisons de Ouattara, pour survivre à la haie. Les avocats de Gbagbo ont eu beau convaincre la Cour pénale internationale d'étendre ses enquêtes en amont de la crise post-électorale en 2002, aux racines de la crise et de la guerre. Ils n'ont toujours pas vu les juges s'attaquer je tourne la page, s'attaquer aux exactions perpétrées par les rebelles et leurs chefs dans une approche enfin globale de l'affaire ivoirienne. Une chronologie révélatrice des causes et des effets situerait les vraies responsabilités. Même si personne ne mérite de se voir accorder le bon Dieu sans confession, si la Cour persiste en dépit de ses promesses de justice équitable et de combat contre l'impunité, à refuser de s'enquérir des crimes de l'ex-rébellion et de ses responsables, aujourd'hui au pouvoir, si elle se contente de ne juger que les vaincus, alors elle confirmera aux yeux du monde qu'elle s'est laissée instrumentaliser par certains pays et certains intérêts. Amnesty International,
dans un rapport publié le 26 février 2013, fustige sous le titre « La loi des vainqueurs, une justice borgne en Côte d'Ivoire et à la haie ». Sur son journal en ligne, le même jour, RFI cite ce commentaire de Stéphane Aubéry, j'espère qu'il est bien prononcé son nom, directeur d'Amnesty International France. Voilà ce que ça dit sur le journal. À partir du moment où tout le monde reconnaît qu'il y a eu des actions de part et d'autre, mais qu'il n'y a eu des poursuites que d'un seul côté, au niveau de la Cour pénale internationale, avec Laurent Gbagbo et sa femme, ainsi qu'au niveau de la justice nationale ivoirienne, où seuls les anciens membres du gouvernement ou les proches de Laurent Gbagbo sont poursuivis, cela crée un sentiment de déséquilibre et de justice partielle, ce qui nuit à la réconciliation nationale. Merci de tapoter les lives, s'il vous plaît, parce qu'on chute là. Je ne sais pas pourquoi, mais merci quand même de tapoter les lives. On va continuer. Quand même, notre lecture, c'est important. Alors, impartial, point. Non, la réconciliation nationale. Guillaume Soro, l'actuel président de l'Assemblée nationale, s'en moque. Il l'a déclaré, excusez-moi, Guillaume Soro, l'actuel président de l'Assemblée nationale, s'en moque. Il la déclare sans vergogne dans un entretien enregistré par la télévision camerounaise STV. Voilà ce qu'il dit. Où avez-vous vu qu'ait jamais existé une justice des vaincus? Le bon sens, selon Soro, qui n'a malheureusement pas tort, il serait donc logique, selon cette écriture de l'histoire, d'envoyer seul devant les tribunaux une femme violée qui a crevé un œil à son agresseur sous l'œil goguenard du violeur. Voici donc un contre-champ, une version à multiples facettes de quelques moments de la crise ivoirienne, à travers une galerie de miroirs recomposant une réalité plus conforme. Une réalité là que jeune institution qu'est la Cour pénale internationale n'a pas jugé utile d'examiner dans toute sa complexité. Elle n'a jamais pris en considération pour enquêter à charge que le camp des vaincus dans une guerre civile où les agresseurs venus de l'étranger, armés et soutenus d'abord en sous-marin, puis ouvertement par la France, ont commis tous les crimes pour mener à bien un coup d'État sanglant depuis longtemps prémédité. Heureusement, le vaste monde n'est pas seulement peuplé de petits singes sourds, aveugles ou muets. Je reprends, c'est très important. C'est très très important. Ouvrez bien les oreilles et puis écoutez, parce que il faut savoir écouter, il faut savoir aussi comprendre le sens de chaque mot. Voici donc un contre-champ, une version à multiples facettes de quelques moments de la crise ivoirienne. À travers une galerie de miroirs récomposant une réalité plus conforme. Une réalité, là que jeune institution qu'est la Cour pénale internationale n'a jugé utile d'examiner dans toute sa complexité. Elle n'a jamais pris en considération pour enquêter à charge que le camp des vaincus dans une guerre civile où les agresseurs venus de l'étranger, armés et soutenus d'abord en sous-marin, puis ouvertement par la France, ont commis tous les crimes pour mener à bien un coup d'État sanglant depuis longtemps prémédité. Heureusement, le vaste monde n'est pas seulement peuplé de petits singes sourds, aveugles ou muets. Voilà, je tourne la page. Nous sommes maintenant à la page 15. Voilà, 15. Nous sommes à la page 15. Voilà. Si je lis vite, dites-moi, je vais aller lentement. Si je lis lentement, dites-moi, je vais aller plus vite. Mais je préfère lire lentement pour qu'on puisse comprendre ce que je lis. Alors, j'ai confiance en la vérité. J'ai confiance, la vérité finira par triompher. Voilà. Donc, c'est
Le tout premier maintenant, ça va chauffer. Voilà. Là où ça va chauffer, là, c'est là, là. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Excusez-moi, j'ai bien mes pots. Ah là là, je suis à l'aise de partager cette vérité avec vous. Parce qu'il faut partager la vérité avec les Ivoiriens. J'ai chaud. Excusez-moi, hein, c'est trop chaud là. Alors, j'ai confiance. La vérité finira par triompher. Il ne s'agissait après tout que d'un litige électoral. On ne fait pas la guerre si on a gagné les élections, répète Laurent Gbagbo depuis 8 ans. Il ne s'agissait après tout que d'un litige électoral. On ne fait pas la guerre si on a gagné les élections, répète Laurent Gbagbo depuis 8 ans. Retour sur les faits. Voilà les faits. Pour les jeunes qui sont nés effectivement peut-être en 2007 et qui étaient vraiment jeunes, lorsqu'il y a eu la crise entre 2010 et 2011, veuillez écouter les faits. Rien que les faits. Voilà. C'est que le RDA vous cache. Voilà pourquoi aujourd'hui le livre, là, Livre pour la vérité et la justice, ne se vend pas en Côte d'Ivoire. Voilà. De ce que j'ai appris effectivement. Ça ne se vend pas en Côte d'Ivoire. Donc écoutez les faits. Pour les jeunes gens. Vous qui voulez la vérité, bien sûr. Retour sur les faits. Abidjan, 11 avril 2011. Fin de matinée. Quand un chat saguet français fait exploser le portail et le mur d'enceinte de la résidence du président de la République de Côte d'Ivoire, l'équipage du blindé ne se pose aucune question. Dernier maillon de la chaîne de commandement militaire tenue par l'Élysée. Les hommes du 12e régiment de cuirassiers finissent le travail. Louis Ferdinand Destouches, plus connu sous son nom de plume, Céline, qui fut brigadier puis maréchal des logis pendant la guerre de 14-18, a décrit dans Le voyage au bout de la nuit et Casse-pipe les faits et gestes de leurs ancêtres cavaliers aux manches frappées à l'emblème du dauphin. Autour des tankistes, le 4e régiment de chasseurs de Beach, qui est monté avec eux sur l'objectif. Le président de la République française, chef des armées, leur a ordonné d'ouvrir la porte aux rebelles, rebaptisée Force Nouvelle, puis Force républicaine de Côte d'Ivoire, pour leur livrer Laurent Gbagbo et installer leur chef au pouvoir, Alassane Ouattara. Je reprends. Autour des tankistes, le 4e régiment de chasseurs de Biche, qui est monté avec eux sur l'objectif. Le président de la République française, chef des armées, leur a ordonné d'ouvrir la porte aux rebelles, rebaptisée Force Nouvelle, puis Force républicaine de Côte d'Ivoire, pour leur livrer Laurent Gbagbo et installer leur chef au pouvoir, Alassane Ouattara. Ce dernier se dit élu avec 54,10% des voix au second tour de l'élection présidentielle, excusez-moi, je tourne la page, de l'élection présidentielle du 28 novembre 2010. Selon le décompte du président de la commission électorale indépendante, qui s'est exprimé seul, sans avoir consulté les membres de sa commission. Écoutez, hein, écoutez, c'est très important pour les jeunes. Oui, effectivement, ouais. C'est interdit, ouais, effectivement, c'est interdit sur les territoires ivoiriens. Bon, vous savez, M. Draman, il n'aime pas la vérité, hein, donc c'est un homme qui est né dans le mensonge et qui, voilà, qui vit dans le mensonge. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, hein, donc effectivement, qui ne veut pas que les gens connaissent effectivement la vérité. Bref, je continue ma lecture tranquillement, c'est encore mieux que de parler de lui. Ce chiffre ne sera pas validé par le Conseil constitutionnel, seule juridiction à pouvoir se prononcer sur la validité d'un scrutin et en proclamer le vainqueur. Youssouf Bakayoko, le président de la commission électorale indépendante, composé majoritairement d'opposants politiques à Gbagbo, annonce ce résultat dans des conditions étonnantes. Bien sûr. Les résultats sont donnés le 2 décembre au soir, alors que le délai légal de 3 jours prévu par la Constitution est dépassé. Comme par hasard. Qui de plus? Excusez-moi, dépassé. Qui plus est? Ils sont donnés par le seul président de la commission électorale depuis le siège de campagne du candidat Ouattara.
l'hôtel du Golfe? Je réponds, c'est important. C'est fou, hein? Qui plus est, ils sont donnés par le seul président de la commission électorale indépendante. Depuis le siège de campagne du candidat Ouattara, l'hôtel du Golfe. Au même moment, tous les autres membres de la commission attendent vainement leur président qui leur avait donné rendez-vous ailleurs, alors qu'il était en train de se prêter à une mise en scène organisée par les ambassadeurs de France et des États-Unis. C'est toujours les mêmes. États-Unis, France. Tous les deux sont présents aux côtés du président de la commission. L'ambassadeur de France, Jean-Marc Simon, qui me déclarera avec le plus grand sérieux. Écoutez, hein, ce qu'il dit à François Mattei. Je passais à l'hôtel pour voir Soro. Je ne sais plus pourquoi. Il m'a dit que Bakayoko était dans une chambre. Et l'ambassadeur des États-Unis, Philippe Cater III. Les caméras de France 24, chaîne publique française, sont là, alors que la presse ivoirienne n'a pas été conviée. Tous les journalistes attendent les résultats, comme prévu au siège de la commission électorale. Vous voyez, je vais vous donner un petit conseil avant de continuer la lecture. Pour les jeunes, surtout les jeunes africains, voilà, il faut éviter tout ce qui est médias français. Et plus en particulier, Jeune Afrique, RFI, TV5 Monde, France 24, Africa 24, il faut éviter ces médias-là. Je vous demande pardon. Il faut éviter ces médias-là. Je peux me mettre à genoux, juste pour ça. Hein. Je peux me mettre à genoux. Il faut éviter ces médias-là. Il faut éviter. Je peux me mettre à genoux si vous voulez. Hein. Mais il faut éviter ces médias que je viens de citer là. Il y en a beaucoup. Hein. Ils sont en train de chercher à créer même d'autres médias. Mais évitez surtout France 24. Africa 24. Ce sont des médias financés par la France. Aujourd'hui, pour une meilleure information, il faut se référer aux réseaux sociaux. Je vous assure, pour une meilleure information, il faut se référer aux réseaux sociaux. Je vous assure. Évitez France 24, Africa 24, TV5 Monde, RFI, Jeune Afrique. Il y a quoi encore? C'est quoi qui est jeune encore? Tous ces médias-là, il faut éviter ça, s'il vous plaît. Bref, on va continuer. Ils font de la propagande. Ils ne font que de la propagande. Ils ne font que de la propagande. Mais quand je vois des millions de personnes suivre ces médias-là, mais j'ai mal. Et pour la plupart, ce sont des Africains. Mais bon, bref, pas grave. On dit pour combattre ton ennemi, pour mieux connaître ton ennemi, il faut être à son côté, c'est ça, non? Je pense que c'est bien, hein, c'est un truc comme ça. Il faut être à côté de lui pour voir. Bon, donc, c'est bien aussi de les suivre pour voir aussi et d'en rigoler. Parce que j'avais vu la dernière fois, ils ont dit Ibrahim Traoré gouverne avec avec sa famille. Avec sa famille. Donc, quand il y a vu dans les commentaires là, oh putain, mais laissez tomber comment les gens ont répondu. Vous êtes un média de malheur. Putain. Et puis c'était, comment on appelle là, le média là, comment on appelle? Jeune Afrique, mais il se fout des gens, quoi, Jeune Afrique, des bâtards. Jeune Afrique, mais pourquoi? Ils utilisent des mots, ils se foutent tellement de nous. Jeune Afrique, mais quelle condescendance. Putain. Et puis il y a toujours jeune, hein. Brut Afrique, brut Afrique, tout est Afrique. Il n'y a jamais brut Italie, hein. Il n'y a jamais brut Espagne. Brut Afrique, tout est noir, tout ce qui est noir là. Bon, bref, on va continuer la lecture, sinon je risque de vous perdre. Je risque de vous perdre. Ah là là, c'est fou ça, c'est fou ça. Je continue la lecture, c'est encore mieux. Merci de t'abonner le live. Nous sommes où? Ok, c'est bon. Je reprends cette partie-là. L'ambassadeur de France, Jean-Marc Simon, qui me déclarera avec le plus grand sérieux. Je passais à l'hôtel pour voir Soro. Je ne sais plus pourquoi. Il m'a dit que Bakayoko était dans une chambre. Et l'ambassadeur des États-Unis, Philippe Cater III. Les caméras de France 24, chaîne publique française, sont là, alors que la presse ivoirienne n'a pas été conviée. Tous les journalistes attendent les résultats, comme prévu au siège de la commission électorale. Barack Obama et le représentant spécial de l'ONU en Côte d'Ivoire, Yong Shin Choi, valideront cet incroyable mode opératoire et ce résultat, dont Nicolas Sarkozy a activé l'aboutissement par une lettre au président de la commission électorale. Exfiltré en hélicoptère, Youssouf Bakayoko
se réfugie en France à Neuilly-sur-Seine, immédiatement après son annonce, conscient et sans doute effrayé par l'illégalité de sa proclamation. Je ne sais pas où il est, hein, ce connard-là. C'est Youssouf Bakayoko, là. Je ne sais plus où il est. Hein. Mais voilà, voilà, je vous jure. Je ne vais pas jurer. Mais je vous assure, le jour où on va se libérer de ce système-là, hein, France-Africain, hein, je vous assure. Ah, il est décédé. Merci, mon frère. Merci, succès. Tu sais, tu viens de me rappeler même. Merci quand même. Mais j'ai oublié. Passer à autre chose. Merci. Vous voyez, quand on est dans la bêtise, et on fait avec la bêtise, le sort malheureux, c'est d'abord, même si nous tous y passerons, mais le sort des malheureux, c'est ça. Et comme on le dit, les bonnes choses ne durent pas. Vous allez savoir pourquoi on dit ça. Les bonnes choses ne durent pas. Lorsque le président Gbagbo a été bombardé par la France et soutenu par les pays voisins aujourd'hui, AES, ils étaient tous contents. Mais ils ont compris avec le temps qu'ils menaient un combat pour le futur. Et ce combat-là, ces gens-là se sont octroyés ça, ou ils ont pris ça. Voilà aujourd'hui ces gens-là qui sont menacés. Non, les bonnes choses qui ne durent pas, c'est le président Gbagbo, effectivement, qui a mené une lutte pour que ces pays-là qui aujourd'hui sont devenus l'AES puissent au moins comprendre réellement le combat que nous menions. Mais ils ne l'ont pas compris. Aujourd'hui, voilà des terroristes qui sont en Côte d'Ivoire qui attaquent le pouvoir de ces trois pays-là. Et qui soutiennent ardemment, effectivement, le président Gbagbo dans son combat avec le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour juste dire que les bonnes choses ne durent pas. Mais ceux-là qui ont commis des atrocités en Côte d'Ivoire aussi ont pris cher parce que beaucoup étaient dans la rébellion et beaucoup ont endeuillé des familles, beaucoup en sont morts. Parce qu'ils ont eu des conflits d'intérêts et on les a déjà. Vous voyez ou pas? C'est un peu ça. Donc, ce Youssouf Bakayoko qui a fait cette proclamation esselée en complicité avec les Français qui aujourd'hui n'arrivent même plus à vendre l'électricité, à nous vendre l'électricité moins chère là, sont en train de vivre ce qu'ils ont fait subir au peuple de Côte d'Ivoire. Mais c'est pas fini. Parce que rappelez-vous que la Côte d'Ivoire représente 40% du PIB de l'UEMOA. Hein? Donc, Union monétaire ouest-africaine, tout ça là. UEMOA, effectivement, c'est la définition, si je ne dis pas de bêtises, effectivement. Et 60% des importations, et même des exportations. Donc, si, entre guillemets, la France venait à perdre ce précaré, quel, entre guillemets, hein, quel art là, c'est fini, hein, c'est fini définitivement. Parce que la Côte d'Ivoire est le point central de tout ça là. Voilà pourquoi ils font venir aujourd'hui des Libouls qui aujourd'hui ont une ligne directe entre Beyrouth et Abidjan. Ils vont faire venir de nombreux Libouls en Côte d'Ivoire. Ils vont injecter, entre guillemets, comment on appelle, je vais appeler ça comment? Putain, des Libouls, surtout des gens du Hezbollah là, pour venir, parce qu'eux ils sont sans état d'âme, pour venir combattre les Ivoiriens et pour perdurer le système france-africain qui ne garantit que la stabilité économique, financière, sociale de la France. Les gens nous disent, mais vous êtes en France, vous combattez la France. Je suis en France, je ne combats pas la France, je combats le système france-africain. Je combats les autorités françaises qui veulent voir le peuple ivoirien, le peuple africain rester encore dans la pauvreté extrême et venir en aide, comme quoi nous sommes les meilleurs effectivement, vous venez, un des trois. Nous sommes les meilleurs qui vous venons en aide à chaque fois. Donc, c'est tellement lamentable de voir ce genre de choses. Et à chaque fois, lorsqu'on parle, on nous dit non, vous êtes en France, mais vous combattez la France. On ne combat pas la France. Parce que de la même manière, aujourd'hui, on peut aller à l'hôpital, se soigner gratuitement avant de payer quoi que ce soit, ou même souvent, on ne paye pas. C'est de cette même manière, on veut aussi que nos frères et sœurs arrivent quand même, ne serait-ce à manger 3 repas par jour, à se soigner. Parce que sans la santé, on ne peut pas travailler. Sans la santé, on ne peut pas travailler. Sans la santé, on ne peut rien faire. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui des gens mendient, quémandent la santé sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux.
S'il vous plaît, accordez-moi une petite minute. Mais ce qui met ces gens de trucs-là, putain. Merci de tapoter le live. Donc c'est un système que nous combattons. On ne combat pas la France parce que je ne peux pas combattre mes choses, comment dirais-je, les Français, sachant qu'effectivement, je travaille pour une société française, privée, bien sûr. En contrepartie, je suis rémunéré, bien sûr, effectivement. J'ai des amis français, effectivement. Parce que pour la plupart des gars avec qui j'ai fréquenté sont des Français, effectivement. Dans la classe dans laquelle j'étais le seul. Voilà, quand je suis arrivé ici pour la première fois en France, c'était le seul, effectivement, petit noir, petit ivoirien dans la classe. Mon gars que j'ai jusqu'à présent, plus de 5 ans, là, est mon Romain. Voilà. C'est un gars que j'ai connu de quand je suis arrivé ici. Donc pourquoi on va combattre ces gens-là qui n'ont rien à voir avec la politique? Même eux-mêmes, ils combattent Macron. Eux-mêmes, ils combattent. Non, eux-mêmes, le peuple français même combat leurs dirigeants, leurs autorités, effectivement, leurs leaders, effectivement. Donc, ça veut dire que nous aussi, c'est un bon combat que nous menons pour qu'il y ait l'égalité de part et d'autre. Parce que si, aujourd'hui, il n'y a plus de condescendance dans les affaires avec les pays africains, et que chaque pays a des rapports, effectivement, de partenariat d'égal à égal avec la France, chacun gagne son truc, son pain à manger. Donc, c'en est bien. Tu viens chez moi en tant qu'Orano, tu dis tu vas t'occuper de mon uranium. Je t'ai dit, ok, mais qu'est-ce que tu mets en place comme projet pour aider les populations qui sont autour de là où tu vas extraire l'uranium là? Tu me dis, ok, je donne 100 millions de francs CFA. Et dans 100 millions de francs CFA là, je vais peut-être créer des écoles, mettre un projet d'agriculture pour soutenir l'élevage, pour soutenir l'agriculture, pour faire ça, pour que ceux qui sont là, puisqu'il y a pénurie d'eau dans la zone, alors ils vont pouvoir manger un peu. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Au bout de 10 ans, je me rends compte que l'usine que tu crées pour la population n'avance pas. Et tu me dis, non, je vais te poursuivre à l'international. Je vais toujours continuer à te dominer. L'uranium que j'ai extrait là, c'est pour moi. Mais non, ce sont mes terres. Je t'ai donné ça. En contrepartie, tu m'aides parce que je n'ai pas la capacité de pouvoir développer effectivement mon économie. Parce que, on dit, l'homme n'est rien sans les autres. Comme le disait Jean-Paul Sartre, l'homme n'est rien sans les autres. On s'échange. On s'aide mutuellement. Si tu m'apportes quelque chose, je peux t'apporter aussi quelque chose. Même si je ne sais pas fabriquer ce que tu... Avion, si tu m'apportes quelque chose, je vais te dire, tiens, prends. Il faut aussi prendre pour développer ton truc. Parce que nous aussi, on est, dans nos ressources, pardon, dans nos sous-sols, on a des matières premières qui vous servent d'alimentation économique, qui vous servent dans vos chaînes de production, dans vos chaînes industrielles. Mais lorsqu'on parle, mais non, vous connaissez quoi? Qu'est-ce que vous faites? Le quatrième mandat n'est-il pas en cours? Que signifie ce slogan à la fin? Bon, je ne vais pas t'y répondre parce qu'effectivement, je suis dans cette lancée-là, je vais y rester. Donc, nous devons continuer donc à dire aux gens que c'est pas parce que nous sommes en Europe ici qu'on ne veut pas combattre l'ingérence française et la connaissance française vis-à-vis de nos États. Parce que nous, si on vient ici, c'est parce qu'économiquement, ça va mal. Ça va pas. On vient apprendre des choses ici pour aller. Sinon, ça sert à quoi aussi de donner des bourses aux étrangers? Donc, si vous me donnez des bourses, c'est parce que vous voulez de moi, non? Donc, s'il vient ici et puis voit que vous agissez mal vis-à-vis de mon pays, là, je vais parler. De toute façon, on parle de la liberté d'expression, d'ailleurs. Et la plupart de tout ce qui est passé ici, c'est pour leurs intérêts. Donc, quand ils prennent, effectivement, nos meilleurs étudiants, qu'ils ramènent ici, entre guillemets, des bourses, on sait, c'est parce que ces gens-là ont la capacité de pouvoir proposer d'autres solutions, des projets, pour développer la France, pour développer l'Occident, pour développer, effectivement, leur industrie. Donc, il va falloir que nous nous mettions ça dans la tête. Et merci, j'ai vu un commentaire, mais qui me rappelle un truc. Ils veulent faire des Ivoiriens de souche des minoritaires, mais on est déjà des minoritaires. Vous ne le savez pas. Merci quand même d'avoir mis ce sujet-là, parce que c'est très important. Merci quand même d'avoir mis ce commentaire.
Je vous invite à aller voir aujourd'hui la population ivoirienne, en guillemets, hein. On n'est pas tous des Ivoiriens, mais la population ivoirienne. Et aujourd'hui, on dit qu'il y a plus de 31 millions d'habitants. En l'an 2026, le dernier truc que j'ai vu, c'était en 2024, nous étions à plus de 31 millions d'habitants. 31 millions d'habitants. En 2022, pardon, en 2010-2011, nous étions à 22 millions d'habitants. Au bout de 15 années de gouvernance de M. Alassane Ouattara, nous sommes passés de 22 millions d'habitants à 31 millions d'habitants. Mais d'où viennent toutes ces personnes-là? Tout d'un coup, au bout de 15 ans de gouvernance, la population ivoirienne est montée comme si c'était une flèche. C'est pas, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais on le sait. Moi, bon, pas que je ne sais pas comment l'expliquer, mais on le sait tous. On le sait tous. Allez voir aujourd'hui, là, nous sommes à combien de millions d'habitants en Côte d'Ivoire? Vous allez voir, ça va vous étonner. Pendant que au Gabon, ils sont à 2 500 000, c'est pas de bêtises. Au Mali, ils sont à 22 millions, 23 millions d'habitants. Au Burkina Faso, ils sont à 22 millions d'habitants. Au Niger, ils sont à 28 millions d'habitants. Nous, en Côte d'Ivoire, nous sommes à 31 millions d'habitants. Après 15 années de gouvernance de M. Alassane Ouattara, la population ivoirienne a grimpé en flèche comme ça. Maintenant, je vous invite à aller voir quelque chose très simple. C'est très simple. Prenez la part d'étrangers, effectivement, la part d'étrangers en Côte d'Ivoire, notamment de Burkinabés, de Maliens, de Guinéens, de Nigérians, de Nigériens. Prenez la part de tous ces étrangers-là, vous allez voir. Mettez ça ensemble, faites-en une addition, et prenez maintenant la part d'Ivoiriens, selon les ethnies, en guillemets, on dit quoi? Il y a plus de 60 ethnies en Côte d'Ivoire, effectivement. Sans mettre des djoulas dedans, parce que c'est une nouvelle ethnie en Côte d'Ivoire maintenant. Désolé. Prenez maintenant la part des Ivoiriens de souche. Donc, quand vous citez Aber, Koyaka, Maoka, Bété, Guéré, prenez ça, vous allez voir. On n'atteint même pas 20 millions d'habitants. 20 millions d'Ivoiriens de souche. Je vous assure. Ils sont en train de noyer les autochtones. Ils sont en train de noyer les autochtones, je vous assure. Et les Ivoiriens sont en train de danser Biama. Non, ça rigole. Mais c'est bon, on évolue. Putain, ça passe bien. Ben oui, nous, on connaît, on sait ça. Et c'est comme ça. Ils sont en train de noyer la population autochtone. Ce que je viens de vous dire là, concernant la population, là, allez faire des recherches et puis asseyez-vous et puis réfléchissez vous-même. Vous allez voir qu'ils sont en train de noyer la population autochtone. Ils sont en train de nous noyer, en guillemets. 1, 2, 3. Ils sont en train de nous noyer. Et si nous ne faisons pas attention, dans 10, 15 ans, vous allez voir que nous serons effectivement... Déjà, mais on est en minorité. Hein. Déjà là, je vous le dis en même temps, on est en minorité. Si on ne fait pas attention, on sera peut-être 15 millions, sachant que les étrangers en Côte d'Ivoire seront 25 ou, je sais pas, 30 millions. Si on ne fait pas attention. Parce que je ne peux pas comprendre, au bout de 15 années de gouvernance, on puisse monter comme ça en flèche. Tout d'un coup. Ça vient d'où? C'est fou. C'est fou, les frères et sœurs. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Mais je vous ai cité, là je vous ai cité quoi? Que des... Excusez-moi, j'active un commentaire, vite fait. Ah oui, Oprah, désolé, j'ai même pas vu ta demande, désolé. J'ai même pas vu ta demande. Je vous assure, mes frères et sœurs, ils sont en train de nous noyer, ils sont en train de nous noyer. Et je vous ai cité que des pays de l'AES, et même autres. Mais n'oubliez pas aussi les Liboules. N'oubliez pas aussi les Liboules. Qui sont en train de nous mettre les bâtons dans les roues. C'est dangereux, ça. Eux-mêmes, ils sont pires parce que eux, là, ils n'ont rien, on n'a même pas un petit lien avec eux. Même pas. On n'a même pas un petit lien avec les Liboules. Jamais. Zéro. Nada walou. Zéro. Donc, ces gens-là, s'ils doivent exterminer les Ivoiriens pour prendre le pouvoir, pour se maintenir là, ils vont le faire. Regardez la Mauritanie aujourd'hui. Regardez la Mauritanie. C'est pas possible. Le président me disait, si tu n'es pas étranger, tu ne peux pas me dire ça. Tu es bloqué, puis il est passé à autre chose. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il va falloir vraiment qu'on se ressaisisse
va falloir qu'on se dise les vérités. Nous sommes dans le divertissement perpétuel. Et si nous ne faisons rien, on va s'asseoir pour pleurer. Déjà que les gens disent, on espère qu'un jour, tout ira mieux. Tu ne peux pas t'asseoir et puis espérer que les choses changent. Tu ne peux pas t'asseoir et puis espérer. Non! Qu'est-ce que tu fais pour que les choses changent? Parce que lorsque les Ivoiriens sont dans un combat noble, il y a une propagande, ou comment je vais appeler ça? Un buzz qui survient. La dernière fois, c'était Mabio. Lorsque les gens parlaient de loyer cher, il y a un gars qui dit, un PD qui... Pardon, pas PD, désolé. Il y a un Woubi qui parlait effectivement de Mougouli. C'est pour noyer. Mais qui sont ceux-là qui prennent ce sujet-là pour en faire du buzz? Ce sont comme les mêmes Ivoiriens. Toi, tu parles d'un sujet sérieux. Dès qu'on te dit, voilà un buzz, c'est toi qui parles d'un sujet sérieux là, tu en parles encore. Oublie le sujet sérieux, passe à autre chose. Voilà la mentalité ivoirienne aujourd'hui. Bref, combattante préférée, mon Amazon de toujours, sois salué. Comment tu vas? Désolé, j'ai pas vu ta demande. Non, 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 c'est juste 5 minutes. Comment tu vas, mon Ça va, poulain? ça va. Famille tapotée, s'il vous plaît, prenez le cœur orange, c'est important la lecture, c'est édifiant. En plus, c'est une vérité de notre leader et puis du panafricanisme qu'il est. Sylvain, je suis montée, bon, je suis rentrée du boulot, je suis un peu fatiguée. Juste 5 minutes pour te dire quoi? Qu'il est bon, en fait, de rectifier parce que certains diront que nous sommes contre les Français, ça n'a rien à voir. Parce que c'est une stratégie de communication qui peut jouer contre nous autres qui sommes ici en France. Comme on dit, on est dans une communication de guerre. Donc, à chaque fois qu'on sort des choses, il faut vraiment que on appuie bien sur les mots. Moi, je dis, nous ne sommes pas en guerre contre le peuple français, nous sommes en guerre contre un système. Et ce système, on le sait, toi et moi, on le sait, tout le monde le sait. On est tous au courant que ce système est dans l'histoire. C'est la France-Afrique. C'est un réseau qui est opaque, plein d'intérêts politiques, économiques, militaires. Depuis notre indépendance, ils maintiennent plusieurs pays d'Afrique, on le sait très bien, dans la dépendance organisée. Tu l'as dit, ils t'étouffent. Après, ils viennent t'aider pour faire croire que sans eux, vous n'êtes pas sauvés. C'est pour ça que Macron dit souvent au peuple africain que nous ne sommes pas reconnaissants envers eux. Voilà, ça c'est un système stratégique qu'ils ont mis en place. Derrière son discours diplomatique à Macron, en nous rabaissant, il fait de ça un discours officiel. Ce qui dit quoi? Il essaie de déséquilibrer le système africain. Donc, ses soutiens au régime de complaisance comme Dramane Alassane Ouattara, tout leur circuit financier ou tout ce qu'ils mettent en minorité, ils veulent qu'on soit reconnaissant envers eux. Mais ça, la jeunesse et les Africains et l'AES, beaucoup de personnes en Afrique ont compris ce système aujourd'hui. Donc la France n'est pas notre ennemi tant que ça. C'est pas la nation française, mais c'est pas les citoyens français. Nous, notre responsabilité, c'est au niveau de la géopolitique qui décide de ce qu'on doit faire sur notre continent. C'est les élites françaises qui décident de ce qu'on doit se faire chez nous. Et maintenant, ils veulent structurer une certaine influence que nous dénonçons, que nous essayons de construire. Donc, c'est pour ça que je suis montée pour te dire que nous refusons les accords économiques approvissant nos États, que nous refusons les ingérences politiques déguisées en sorte de coopération. Parce qu'après, ils veulent qu'on fasse une reconnaissance envers eux, tu vois. Nous refusons également tous les mécanismes financiers qu'ils ont mis pour nous empêcher, avec le franc CFA, la souveraineté monétaire qui n'est même pas réelle, vu qu'eux-mêmes, ils refusent cette monnaie chez eux, mais ils nous l'imposent parce qu'ils savent que ça n'a pas de valeur et à tout moment, elle peut te dévaluer à 95% ou à 98% comme au Liban. Vous voyez, ceux mêmes qui viennent faire le blanchiment chez nous. Mais notre combat à nous, elle est pas sélective. Nos combats à nous, elle vise bien quelque chose. Et c'est quelque chose qu'elle vise là. C'est la corruption locale, comme M. Draman, la dépendance volontaire, et puis l'absence de stratégie pour combattre ce système-là. Venons nous dire que le franc CFA, c'est une monnaie bénéficiaire pour l'Afrique. C'est faux. C'est un système pour nous mettre inférieurs à eux. Ils s'introduisent dans nos pays, dans nos continents pour nous rabaisser en même temps avec cette monnaie parce qu'ils savent que cette monnaie ne peut rien faire. D'ailleurs, même elle est fabriquée chez eux, tout le monde le sait. Comme, je veux dire, il faut citer les gens qui étaient avant nous. Comme l'a dit Thomas Sankara, la véritable émancipation commence par le courage. Et nous autres ici, nous avons ce courage-là. C'est pour ça que nous dénonçons. On ne libère pas seulement un pays avec en guerre, mais on le libère aussi avec la stratégie de communication, avec des stratégies de système comme on peut. Je dis donc notre objectif à nous, de l'opposition, en plus de l'AES, c'est quoi?
On n'est pas dans la haine envers le peuple français. Notre objectif, c'est la souveraineté. Notre objectif, c'est notre dignité pour nous, nos enfants et pour l'Afrique même. Notre objectif, c'est le partenariat égal à égal, comme certains pays le font aujourd'hui. Nous, on veut que le respect soit reconnu envers nos peuples. C'est tout ce qu'on demande. Parce que quand ils viennent mettre leur système d'injustice, comme M. Draman a accepté, voilà, il a accepté, alors que tous ces présidents de l'AES, ils ont refusé. C'est pour ça que nous nous battons déjà pour notre patrie, la Côte d'Ivoire, qu'il soit libéré demain de ce système france-africain, déjà, qui nous honore pas, qui nous retarde, qui nous fait reculer même avant l'indépendance. C'est-à-dire que tout ce que le président Foué a fait, tout ce que le président Gbagbo a fait, tout ce que le président Bédi a fait est devenu zéro. On repart à zéro de nouveau. Et encore, le système est même pire avant l'indépendance. Ah Parce que oui. maintenant, ils ont emmené les liboules chez nous. Voilà, ceux qui nous dominent, qui nous manipulent et qui nous mettent plus bas que terre, ils ont emmené les Syriens, ils ont mis un système de blanchiment maintenant. Ça fait que nos combats là, elle est encore triple par rapport à il y a 40 ans, il y a 50 ans en arrière. C'est ce que je voulais dire. Nous ne sommes pas contre le peuple français, mais nous sommes contre ce système France-Afrique monétaire. Soit ils nous font semblant comme si on était dans une indépendance, alors que nous sommes soumis à eux. C'est ça la réalité. Merci. Je Merci prie beaucoup, d'interrompre. mon Amazon. Merci beaucoup, mon Amazon. Effectivement, c'est ce que je disais, hein. Donc, voilà. Comme on dit, hein, la répétition est pédagogique. C'est ce qui a été Merci, je dit, vais hein. descendre. Merci, Il bonne n'y a pas de lecture. souci. Merci à toi, merci à toi. Et merci beaucoup pour le tapotage. Ah, merci de tapoter, hein, mes frères et sœurs. Continuez de tapoter le live, entre guillemets, continuez de tapoter. Et pour sécuriser ce live-là, donc je pense parce que c'est important de sécuriser le live. Voilà. On va continuer notre lecture. Et comme je le disais, la répétition est pédagogique. Donc, ceci étant, je rappelle encore une fois, nous ne sommes pas en conflit avec les Français. Ils le savent eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, ils n'aiment pas la politique de M. Macron. Vous le voyez, hein? Voilà. Ils n'aiment absolument pas la politique de M. Macron. Et ils sont en train de le combattre même. For sure. For sure. For sure. Ils sont en train de le combattre. Et aujourd'hui, il y a l'affaire qu'on appelle Jeffrey Epstein. Moi, je m'en fous de cette affaire de Jeffrey Epstein. Mais en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, effectivement, il faut parler parce que c'est notre pays. On ne peut pas laisser notre pays aux mains des étrangers qu'on a accueillis chez nous et puis qui empêchent les Ivoiriens de parler de cette histoire-là parce qu'il y a une soi-disant la nièce de qui, M. Alassane Ouattara, qui est dans cette histoire-là. Donc, il faut en parler. Il faut en parler parce que c'est une affaire de pédo, voilà, Djandjou, de pédo, quoi. Il faut dénoncer ce genre de choses-là. Bref, quand je finis de dire ça, on va continuer notre lecture parce que aujourd'hui, c'est libre pour la vérité et la justice. Pour vous, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai repris la lecture et nous sommes maintenant à la page 16. Voilà, j'ai fait une pause pour vous parler un peu, de donner un peu la population ivoirienne aujourd'hui. Pourquoi on est à plus de 31 millions d'habitants? On vient d'où? Pourquoi? Il faut se poser les vraies questions. Parce que si on ne fait pas attention, la population autochtone va être noyée par les étrangers. Il faut faire très attention. Donc, merci mes frères et sœurs de tapoter le live. On continue de lire, c'est très important. Sois salué, Conscience Nouvelle. Merci. Merci à toi également pour le courage que tu me donnes tout le temps. Merci à vous qui, effectivement, m'accordez, effectivement, cette confiance-là. Vous qui t'apportez, donc vous qui, effectivement, à chaque fois, likez mes posts, likez mes vidéos. Ça nous donne aussi de la force. Alors, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de live. Là, actuellement, je suis un peu, un peu en déménagement. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. C'est pourquoi je fais pas de live. Et en fait, si vous voyez, si j'ai pas le même habit dans mes vidéos, c'est parce que, en fait, le même jour là, j'ai fait plusieurs vidéos, plusieurs lectures. Donc, je découpe les vidéos là pour vous partager ça. Voilà pourquoi. Et ce que c'était moi, c'est posé la question. Oh, mais lui là, il a qu'un seul habit ou quoi? Bon, je pense que vous ne voyez pas ça. Vous écoutez ce que je dis par contre. Alors, j'ai fait le même jour, j'ai fait plusieurs enregistrements. Et après, maintenant, je découpe les vidéos. Après, je les partage. Actuellement, j'ai encore beaucoup de vidéos à partager. Voilà, de lecture, bien sûr. Donc, je vais partager ça plus tard. J'en ai partagé 2 aujourd'hui. Je vais encore continuer à partager. Donc, on partage. Pour conscientiser la jeunesse ivoirienne, pour vous donner la vérité dans ce livre-là, pour vous dire ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, pour vous dire pourquoi le président Gbagbo a été amené à faire des concessions sur certains points. Voilà, c'est très important. Après, quand je vais finir de lire ce livre-là, on va lire le livre de l'histoire de la France-Afrique. L'Empire qui ne veut pas mourir de Hamza Diaby Moubarak et voilà, Benoît Colomba. On va lire aussi, oh putain, j'ai oublié, le pompier pyromane de qui là même?
David Moget. Ouais. Bon, j'ai des livres, on va lire, on va voir là-dessus, on va parler de ça. C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il faut comprendre cette histoire-là. Il faut amener les jeunes à comprendre réellement ce qui s'est passé. Il faut amener les jeunes à être réellement conscients de la situation dans laquelle ils se trouvent et dans la situation dans laquelle nous nous trouvons nous tous, effectivement. Bon, je continue ma lecture. Merci de t'apporter. Donc, tac, 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 tac. Merci. Il n'y a pas de souci. J'ai vu un commentaire dans les... Il y a un gars qui a dit, il faut enlever les abeilles dans tes bêtises. Bref, bon. Je pense que toi, tu es un malheureux qui cherche à vivre, mais bon. En plus, c'est un apatride notoire qui fait, c'est quoi? Putain, il met un drapeau, quoi, un drapeau congolais, donc Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, et puis un drapeau ivoirien. Voilà, ça se voit, ça s'appelle Ake Alexandre Awo, un abbé en plus, un bandit vendu comme Dando fou là. Bref, je vais continuer de lire, c'est très important. Je pense que vous devez tous être mis au poteau, hein. Vous là, c'est vous qui retardez l'Afrique. Bref, continuez d'abord le live. Barack Obama est le représentant spécial de l'ONU en Côte d'Ivoire, Yongshin Choi, valideront cet incroyable mode opératoire et ce résultat dont Nicolas Sarkozy a activé l'aboutissement par une lettre au président de la commission électorale. Exfiltré en hélicoptère, Youssouf Bakayoko se réfugie en France, à Neuilly-sur-Seine, immédiatement après son annonce, conscient et sans doute effrayé par l'illégalité de sa proclamation. On aurait pu donner pareil spectacle nulle part ailleurs qu'en Afrique. 80 coups d'État dans les ex-colonies françaises en 50 ans d'indépendance démontrent que les élections n'y sont souvent qu'un théâtre de marionnettes dont les fils sont tirés en coulisses. À quoi sert que Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara aient signé le 27 novembre 2010 une proclamation adressée à tous les citoyens ivoiriens dans laquelle ils appelaient au calme et s'engageaient à respecter les règles constitutionnelles, lesquelles prévoient que la commission électorale procède dans les 3 jours à un calcul des résultats réalisés par chacun des candidats avant que le Conseil constitutionnel les vérifie, les valide, puis proclame le vainqueur des élections. Point d'interrogation. Vous voyez? Donc, M. Ouattara, que vous voyez aujourd'hui, qui est dans son 4e mandat illégal, qui ne va pas pouvoir terminer par d'ailleurs, reconnaît en 2010, avec le président Laurent Gbagbo, que la proclamation des résultats là, définitive soit faite par le Conseil constitutionnel qui n'est que le seul habilité à faire cette proclamation des résultats. La CEI donc avait 3 jours pour donner les résultats provisoires. Mais c'est donné en spectacle avec M. Youssouf Bakayoko à l'hôtel du Golfe, sans les autres membres de la commission électorale, avec l'aide effectivement de la France et des États-Unis et des médias occidentaux pour faire ce spectacle-là. Pourtant, M. Ouattara a reconnu devant le peuple de Côte d'Ivoire, avec le président Gbagbo, qu'il s'engageait effectivement à reconnaître la légitimité du Conseil constitutionnel qui n'est que le seul habilité à donner ces résultats. Bref, voilà pourquoi je vais reprendre cette dernière phrase-là. Où est ce dernier paragraphe? À quoi sert que Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara aient signé le 27 novembre 2010 une proclamation adressée à tous les citoyens ivoiriens dans laquelle ils appelaient au calme et s'engageaient à respecter les règles constitutionnelles, lesquelles prévoient que la commission électorale procède dans les 3 jours à un calcul des résultats réalisés par chacun des candidats avant que le Conseil constitutionnel les vérifie, les valide, puis proclame le vainqueur des élections. Je sais, M. Ouattara a toujours été dans l'illégalité depuis son arrivée en Côte d'Ivoire dans les années 90 jusqu'à présent. Je sais qu'il y a eu beaucoup de manipulations en utilisant la religion, en utilisant certains frères du Nord, effectivement,
Je sais que les Ivoiriens sont, pour la plupart, remplis de cupidité parce qu'effectivement, il y a un gouvernement qui est en place qui appauvrit le peuple de Côte d'Ivoire et qui a mis un système en place pour faire quémander la population ivoirienne en les faisant oublier les réels combats que ce peuple-là doit mener. Je sais tout ça. Mais ce monsieur-là continue de nous piétiner, de bafouer, pardon, les libertés de chacun de nous et on le regarde faire. Aujourd'hui, il est assis en France. Il est venu la semaine dernière. Il est assis dans sa villa en province, sachant que la population ivoirienne aujourd'hui est en train de crever dans la faim. Il s'en fout. Parce que ce gars-là, il a plus de 124 maisons ici, appartements, et le reste, il s'en fout. Il s'en fout. Bref, on va continuer la lecture. Le 2 décembre, Youssouf Bakayoko sort du chapeau avec la bénédiction de Sarkozy et des Nations Unies, le nom d'Alassane Ouattara en violation de la constitution ivoirienne. Je reprends. Le 2 décembre, Youssouf Bakayoko sort du chapeau avec la bénédiction de Sarkozy et des Nations Unies, le nom d'Alassane Ouattara en violation de la constitution ivoirienne. Le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire proclame le lendemain 3 décembre 2010 le président Gbagbo élu avec 51,45% des suffrages. Ce faisant, il prend acte des fraudes massives ayant eu lieu dans la partie nord du pays sous contrôle rebelle. Malgré cela, le président Gbagbo dit « Ok, dans le nord, il y a eu des fraudes. » Parce qu'on entend, les gens nous disent que dans le nord là, non, ils ont annulé des votes dans cette région. Mais je me dis, mais est-ce qu'ils savent faire la différence entre région et département? Pour eux, région et département là, c'est uniforme. Non, et dièse, misrefa, la lope, les fois l'homme embêté, ouais, misrefa, pardon, dièse, faut pas faire ailleurs, pardon. Je suis en train de lire pour mes frères et sœurs, ils viennent te faire monter pourquoi. Enlève ta demande là-bas, la Kwaro. Donc, vous voyez, quand on voit la reconnaissance de cet homme-là, quand on voit qu'il a, malgré les fraudes massives qui se sont déroulées dans le Nord, il dit, je prends acte de cela et j'accepte donc la déclaration du Conseil constitutionnel, la proclamation des résultats qui fait de moi le président élu. Il faut reconnaître. Parce que M. Ouattara a signé avec le président Gbagbo en 2010 et surtout le 27 novembre 2010 qu'il reconnaît effectivement que c'est le seul, effectivement, que c'était le Conseil constitutionnel qui était le seul habilité à proclamer les résultats définitifs. Bref, le Conseil constitutionnel a tranché. Il est la plus haute instance juridique du pays et il est le seul habilité à désigner le vainqueur des élections présidentielles. Il en donne le nom le 3 décembre, Laurent Gbagbo. Ainsi commence le drame post-électoral de la Côte d'Ivoire. Alors que ces élections devaient résoudre la crise politico-militaire ouverte en 2002. Albert Bougie, à ne pas confondre avec son frère, l'avocat affairiste, Robert Bougie, professeur de sciences politiques à Reims, vieil ami de Laurent Gbagbo, qui connaît très bien aussi Alassane Ouattara et la vie politique du continent, déclarait le 8 juin 2012 à la télévision africaine, à la télé africaine, TVM ou TVM. Voilà ce qu'il dit. Je ne connais pas beaucoup de scrutins dont les résultats ont été proclamés dans des conditions comparables à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Au-delà des institutions ivoiriennes, il y avait bien évidemment les Nations Unies, qui étaient censées apporter une certification. Il reconnaît. Écoutez, il y avait bien évidemment les Nations Unies qui étaient censées apporter une certification. Cette notion de certification n'avait jamais été appliquée par les Nations Unies dans d'autres opérations de maintien de la paix en Afrique. Une notion complètement floue. Donc, aussi floue que les résultats officiels ou bien les officiels du scrutin. Personne ne les connaît dans le détail. On ne connaît pas les résultats des bureaux de vote. Ni vous, ni moi, ni autre observateur
ou chercheurs voulant travailler sur ces élections par bureau de vote. Le taux d'abstention est un mystère. Il faudra attendre la chute de Gbagbo le 11 avril 2011 pour que le Conseil constitutionnel de Paul Yao-Ndré proclame Alassane Ouattara président, sans pourtant revenir formellement sur la décision du 3 décembre 2010. Pour fonder la légitimité du nouveau président, je tourne la page. Pour fonder la légitimité du nouveau président, le Conseil s'appuie sur les décisions de l'ONU et les institutions africaines. En plus, donc on a notre constitution qui garantit effectivement le fonctionnement de la société, effectivement, et dans le cadre particulier des élections de 2010, où l'ONU effectivement avait un but de certification, et qu'aujourd'hui le RDR emploie comme étant le remplaçant de la Constitution. C'est quand même fou, hein, le remplaçant de la Constitution. On nous fait comprendre que seules les décisions de l'ONU et des décisions africaines étaient crédibles en ce moment-là, et que la Constitution devait être donc bannie. Bref, on continue la discussion, on continue la lecture. Par la force des baïonnettes de la communauté internationale, le Conseil constitutionnel ivoirien redevient tout à coup respectable en Occident. Par la force des baïonnettes de la communauté internationale, le Conseil constitutionnel ivoirien redevient tout à coup respectable en Occident. Comme par magie. Ouh! Ah, le Conseil constitutionnel ivoirien, c'est magnifique. Mais franchement, vous avez fait un boulot extraordinaire. Pourtant, ce sont les mêmes qui ont refusé de reconnaître effectivement la proclamation des résultats faite par le Conseil constitutionnel, donnant vainqueur le président Laurent Gbagbo le 3 décembre 2010. Tout à coup, la communauté dite internationale, remplie de sauvages, des gens qui ont endeuillé des familles africaines depuis des générations, reconnaît, oh, c'est M. Ouattara, notre poulain, le gars du FMI qui a gagné les élections. Donc effectivement, la CEI est crédible. Pardon, le Conseil constitutionnel est crédible. Bravo, mais c'est bien. Et après maintenant, il y a une machine médiatique maintenant, occidentale effectivement, qui va se mettre en place. Et surtout française, à savoir RFI, France 24, TV5 Monde. Oui, le vainqueur des élections, M. Alassane Ouattara, a finalement été aidé par l'armée française pour le mettre donc voilà, à son poste en chassant du pouvoir le dictateur sanguinaire monsieur Laurent Gbagbo qui va se mettre. Et puis voilà comment ils disent Gbagbo là. Gbagbo donc le dictateur sanguinaire Gbagbo qui va se maintenir au pouvoir. Voilà comment ces gens-là sont des monstres. Voilà comment ces gens-là sont des monstres. Le noir n'est rien devant eux. Alors, quand t'es noir, t'es noir. Ta vie n'a pas de sens pour eux. Tu ne vaux rien devant eux. Donc, s'il y a des milliers de morts, ils s'en foutent carrément parce que nous, on ne nous considère pas. Voilà pourquoi nous devons nous battre. Et je félicite aujourd'hui les pays de l'AES, effectivement, qui n'ont pas compris le combat du président Laurent Gbagbo, mais qui aujourd'hui, effectivement, ont compris ce combat-là. Et j'espère que personne ne va les trahir dans cette lutte-là. Je continue ma lecture, mes frères et sœurs. Merci de ta beauté. Alors, excusez-moi, un peu mal au dos. Voilà pourquoi. Tac. Permettez-moi que je trouve effectivement. Je me retrouve. Ok. Par la force des baïonnettes de la communauté internationale, le Conseil constitutionnel ivoirien redevient tout à coup respectable en Occident. Fin mars 2013, par la bouche de Vladimir Poutine, les chefs d'État émergents, les chefs d'État membres du BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, pays émergents qui se veulent contrepoids à l'Europe et à l'Amérique, et favorables à un ordre mondial multipolaire, déclareront ne plus vouloir tolérer désormais le recours à la force contre les États souverains. Il s'agit pour eux de tirer les enseignements des opérations militaires menées en Libye et en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi aujourd'hui,
l'AES et surtout au Burkina, Mali, Niger, pas de voix, M. Poutine, pour dire, on veut des garanties de sécurité avec vous parce qu'effectivement, vous avez reconnu finalement que nous étions des pays souverains, malgré que nos indépendances étaient vidées de tout leur contenu. Donc, nous avons réellement besoin de vous pour, excusez-moi, nous avons réellement besoin de vous pour qu'on puisse avoir effectivement des relations d'égal à égal. Voilà pourquoi aujourd'hui Poutine est combattu par tout le monde, hein. Surtout par les Occidentaux qui aujourd'hui voient leur économie chuter comme de la merde et ne font que nous prélever des impôts énormissimes pour aider l'Ukraine effectivement à les bombarder. Mais ça ne peut pas aller, c'est pas possible. Bref, on continue la lecture. Tac, 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 tac. Vous savez, hein, nous sommes dans un monde où t'as pas de force, on te mange. Hein. Macron l'a dit hein, récemment, je crois encore. Et même Marco Rubio, rappelez-vous, le secrétaire d'État américain, là, si je dis pas de bêtises, hein, qui est sorti récemment. Pendant que nous sommes concentrés sur l'affaire Jeffrey Epstein, les Occidentaux et les États-Unis sont en train de dire qu'ils doivent aller recoloniser l'Afrique. Mais nous, on est passé à autre chose. On est en train de parler de Jeffrey. En fait, ils nous ont fait voir ce que nous pouvions effectivement voir, ou bien ce que nous voulons voir. Sinon, l'histoire même de ce pédocriminel là, je pense que lui là, ce n'est qu'une façade. Ce n'est qu'une face ou un système. Bon, genre en gros, une image. Jeffrey Epstein, moi je le dis, hein, c'est une image. Les ténèbres même sont en bas. Ils sont en bas. Ils sont derrière lui. Et on dit qu'il était condamné, il était en prison, mais vous allez voir, ils l'ont déjà. Ou ils l'ont enlevé de la prison et puis ils ont changé son visage. Et puis on vous dit aujourd'hui, il a déjà. Mais qui sait aujourd'hui où se trouve sa tombe ou bien, je sais pas, qui l'a vu lorsqu'ils l'ont enterré. Vous allez voir le gars là. Peut-être, il est vraiment mort parce qu'ils l'ont déjà, ou il a changé de visage. Et puis il tourne encore. Ils sont pas bêtes les Occidentaux là. Rappelez-vous, hein, lors de la Seconde Guerre mondiale, les gars de Hitler là, qui ont fui pour venir en Europe, qui ont fui pour partir au Brésil, en Amérique du Sud et autres, qui sont partis en Amérique du Sud et autres pour vivre. Plus tard, il y a d'autres, pourtant ce sont les Occidentaux qui les ont aidés à fuir, hein, qui ont vécu pendant longtemps avant de mourir. Il y a certains qui ont changé même de visage, effectivement, de passeport, de nationalité, ou même, je sais pas, de nom et autres, qui ont vécu avant de mourir. Donc ces gens-là, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Donc aujourd'hui, ils savent que nous, les Africains, là, nous, on aime béret, on aime affairage. Pour nous détourner du vrai sujet, il va falloir donc nous envoyer le buzz. C'est vrai, c'est une affaire très importante, une affaire qui concerne tout le monde. Mais si on n'est pas conscient réellement de ce qu'on veut, de ce qu'on fait, et puis on ne suit pas l'actualité, de ce que les gens là préparent contre nous, alors on est mort. Déjà qu'on n'est même pas armé, on n'a rien, toutes nos armées viennent de l'Occident. S'ils veulent nous donner des armes pour combattre, ils vont combattre qui? On va combattre qui avec c'est pas les Occidentaux, ils sont pas bêtes. Moi, il y a de donner arme, et puis tu vas prendre cette arme-là pour me combattre encore. Et si bête. D'accord. Donc voilà pourquoi ils ont refusé effectivement au président Laurent Gbagbo de réchanger certaines pièces des avions, des armes, des chats. Et puis ils l'ont attaqué avec les rebelles. Parce qu'ils ne voulaient pas de sa politique. Excuse-moi, je vais activer ton commentaire. Ils auront la fin. Ah oui, bah oui, c'est clair. On continue la lecture, mes frères et sœurs. Merci de tapoter. On continue la lecture. Désolé de faire des commentaires à chaque fois, mais il faut effectivement que je revienne sur certains points, parce que c'est important pour moi et peut-être pour vous aussi. Tac, 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 tac. Il faut que je me retrouve encore. Ok. Donc je disais, fin mars 2013, par la bouche de Vladimir Poutine, les chefs d'État membres du BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, pays émergents qui se veulent contrepoids à l'Europe et à l'Amérique, et favorables à un ordre mondial multipolaire, déclareront ne plus vouloir tolérer désormais le recours à la force contre les États souverains. Il s'agit pour eux de tirer les enseignements des opérations militaires menées en Libye et en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, depuis la disparition d'Houphouët-Boigny, écoutez, hein, c'est intéressant. C'est très intéressant cette partie-là. C'est très très intéressant. En Côte d'Ivoire,
Depuis la disparition d'Houphouët-Boigny, premier président du pays, il n'y a jamais eu de passation du pouvoir pacifique. Henri Konan Bédié, président de l'Assemblée nationale, succède à Houphouët en 1993, après la mort de ce dernier, conformément aux dispositions constitutionnelles. Excusez-moi. Puis, il remporte sans gloire l'élection présidentielle de 1995. L'opposition unie ayant boycotté le scrutin en raison de l'institution d'un nouveau code électoral qu'il a inspiré, imposant aux candidats d'être nés de père et de mère ivoiriens. Il s'enfuit en France quand le général Robert Guéhy le renverse par un coup d'État le 24 décembre 1999. Ensuite, Laurent Gbagbo gagne contre le général Guéhy les élections présidentielles le 22 octobre 2000. Le 22 octobre 2000. Guéhy se retire en province après avoir tenté de contester le résultat par un coup de force militaire. Une sarabande qui inaugure l'après-Houphouët et les balbutiements d'une très longue crise. Justement, en cette année 2010, la crise est à son apogée, à l'issue d'une élection présidentielle pourtant souhaitée par tous les partis. Le 4 décembre 2010, Gbagbo et Ouattara prêtent serment chacun de leur côté. Si le président Gbagbo le fait en respectant les règles constitutionnelles, son adversaire se livre à un simulacre dans son QG de campagne, applaudi par la communauté internationale. Je reprends. Justement, en cette année 2010, la crise est à son apogée, à l'issue d'une élection présidentielle pourtant souhaitée par tous les partis. Le 4 décembre 2010, Gbagbo et Ouattara prêtent serment chacun de leur côté. Si le président Gbagbo le fait en respectant les règles constitutionnelles, son adversaire se livre à un simulacre dans son QG de campagne, applaudi par la communauté internationale. L'élection attendue depuis 10 ans donne naissance à 2 présidents. Seuls les naïfs s'en étonnent. C'est que les autres acteurs, dont la France, s'y sont préparés. D'aucuns l'avaient, dit-on, imaginé ou même organisé. Une grande embrouille qui permet toutes les manœuvres. Le président sortant reçoit l'investiture ce samedi-là, au palais présidentiel, des mains du président du Conseil constitutionnel. Le challenger s'autoproclame. Excusez-moi, je reprends cette partie-là. Ok. Le challenger s'autoproclame par une lettre datée du même jour, adressée au président du Conseil constitutionnel, dont il reconnaît ainsi implicitement et paradoxalement l'autorité alors qu'il ne respecte pas sa décision de désigner Laurent Gbagbo vainqueur de l'élection. Les membres du Conseil constitutionnel rejettent la démarche de Ouattara comme inconstitutionnelle. Ouattara campera dans un hôtel, l'hôtel du Golfe, pendant des mois avec ses conseillers français, ses seigneurs de la guerre, ses soldats. Malgré le refus du Conseil constitutionnel, il nomme un contre-gouvernement. La commission électorale, le représentant spécial de l'ONU et enfin le Conseil constitutionnel ont donné 3 résultats différents, fera remarquer Thabo Mbeki, le 2e président de la République d'Afrique du Sud, après Nelson Mandela. Il connaît bien le dossier pour avoir officié en tant que médiateur dans la crise ivoirienne en 2004. Venu à l'époque à Abidjan, avec l'idée que Gbagbo avait tort, il était reparti convaincu du contraire. La veille du Nouvel An 2011, dans ses vœux télévisés à la nation, Gbagbo propose que les voix soient recomptées dans un audit général des élections sous contrôle international. Écoutez, écoutez très bien, écoutez. Nous devons comprendre comment annoncer comme l'année des élections, l'année de la fin de la crise. 2010 se termine dans la perplexité. Pendant que les Ivoiriens subissent la violence d'une rébellion armée à l'intérieur,
Ils font l'objet d'une hostilité internationale à l'extérieur. Depuis la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 28 novembre 2010. Cela est injuste. Nous nous interrogeons sur les raisons de l'attitude de la communauté internationale à notre égard. Une attitude que l'on a observée nulle part ailleurs auparavant dans une crise interne à un État. C'est pourquoi je propose un comité d'évaluation destiné à connaître des faits et à établir la vérité sur le déroulement des élections en Côte d'Ivoire. J'ai confiance, la vérité finira par triompher. Nous avons le droit et la vérité avec nous. Le président Gbagbo demande à ce qu'on récolte les voix. Il dit, j'ai confiance et je sais que la vérité finira par triompher. Je le sais, je le reconnais, je le sais, je le sens. J'ai espoir. Je crois en cette vérité-là. Elle finira par triompher. Parce que je suis dans la vérité et je serai toujours dans la vérité. Je continue ma lecture. Alors, j'ai vu un commentaire. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est Dominique, c'est elle qui dirige. Bah oui, c'est clair. Bon, j'y viendrai plus tard. Mais on a encore ça, c'est encore du bon. C'est encore long. Voilà. Refusé par Yong Shin Choi, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, qui prétend avoir compté 3 fois déjà. Le récomptage des voix est aussi rejeté par Ouattara, par la France et les États-Unis. Donc, les Français ont, effectivement, la vérité triomphe toujours, hein. Les Français, les Américains, ou M. Ouattara, tous ceux-là ont refusé le récomptage des voix parce qu'il y a un connard de Chinois qui prétend qu'on a déjà compté les voix 3 fois et que non, on ne veut pas refaire encore. Mais pas qui? Refusé par Yon Ching Choi, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, qui prétend avoir compté 3 fois déjà. Le récomptage des voix est aussi rejeté par Ouattara, par la France et les États-Unis. Peu après, sur ordre de l'ONU-CI, tous les bulletins de vote et tous les documents ayant trait au scrutin sont détruits. Vous voyez? Pourquoi ils ont détruit tous les scrutins de vote? Pourquoi? Ils ont tout détruit, tout. Pourquoi? Pour une seule raison. Ils veulent fuir la vérité. Parce qu'ils savent qui a gagné les élections de 2010. Ils savent qui a gagné les élections de 2010. Voilà pourquoi ils se sont adonnés à cette mascarade de démolition de ces bulletins de vote et autres. Je continue ma lecture, mes frères et sœurs. Donc, peu après, sur ordre de l'ONU-CI, tous les bulletins de vote et tous les documents ayant trait au scrutin sont détruits, ne permettant plus aucune issue pacifique et encore moins, je tourne la page, et encore moins, aucun récomptage. Le sort de Laurent Gbagbo est scellé. Tous ses discours et recours, excusez-moi, le sort de Laurent Gbagbo est scellé. Tous ces discours et recours seront désormais tenus pour dérisoires et illégaux. On leur préférera une attaque militaire contre Gbagbo, alors qu'un nouveau décompte des voix sous contrôle international aurait clos le débat sans faire un mort, selon les observateurs. Vous avez entendu? Selon les observateurs, un récomptage des voix, comme demandé par M. Gbagbo, aurait pu clore ce débat de oui, qui a gagné les élections. Mais non, ils ont préféré déjà des Ivoiriens, tuer des Ivoiriens, faire plus de 3000 morts. Il n'y a pas que 3000 morts, on sait, hein. C'est ce qu'ils ont trouvé. Il y a plus que ça. Que de recorder des voix, ils ont préféré tuer des Ivoiriens. Parce qu'il y a un pays avec ses alliés qui veulent garder leurs intérêts en Côte d'Ivoire, les Blancs, les Français surtout. Parce qu'il y a les autorités françaises, bien sûr, il faut que je clarifie les choses. Parce que les autorités 1, 2, 3, les autorités françaises de l'époque de Nicolas Sarkozy voulaient préserver leurs intérêts en Côte d'Ivoire. Rappelez-vous que Bouygues, en 1994 ou 93, monsieur Nicolas Sarkozy est allé en Côte d'Ivoire,
entre 94 et 95. Putain. Non, non, en 93. Parce que le président Houphouët-Boigny a décédé le 7 décembre 93, effectivement. Rappelez-vous que M. Bouygues devait revoir ses contrats. Voilà, devait revoir ses contrats en 93. Il est parti en ce moment-là avec son ami Nicolas Sarkozy qui était, je crois, putain, il était quoi là? Un, un, un juriste, je sais pas, un juriste, un économiste, ouais. Lui, il était le ministre des Finances de l'époque, effectivement. Il était le ministre de l'économie de cette époque-là. Il est parti donc avec son ami effectivement, Bouygues, renégocier ces contrats-là. Et rappelez-vous également que c'est en cette même période-là qu'il y a eu la dévaluation. La dévaluation, effectivement, c'est déroulé entre 93 et 94. Qui va me donner la date juste, s'il vous plaît? Entre 93 et 94. Et en ce moment-là, M. Ouattara, qui n'était que le premier ministre, avant que M. Bédier ne soit le président de la République du Côte d'Ivoire à la mort du président Houphouët-Boigny, effectivement, a permis à ce que, effectivement, son ami Nicolas Sarkozy, en ce moment-là, qui ne connaissait pas, effectivement, puisse mettre en place la dévaluation du franc CFA. Et c'est là qu'ils se sont connus. Donc, M. Nicolas Sarkozy est venu en Côte d'Ivoire pour la première fois dans les années 80-90 et surtout en 93, surtout voilà, cette année-là, avec son ami Bouygues. Voilà où tout est parti. Donc, M. Sarkozy, lorsqu'il prend le pouvoir en 2007, sa seule mission, son seul objectif, c'est de garder les intérêts de son ami Bouygues avec tous les autres groupes. C'était ça. Ah oui, mais Yao, c'est vrai, des vrais brigands. Hein. Non, c'était son seul objectif. Comment conserver ses intérêts avec ses amis en Côte d'Ivoire? C'était ça le seul objectif de monsieur Nicolas Sarkozy. Mais on y reviendra d'ailleurs, on y reviendra. C'est devant, vous allez voir, c'est intéressant. Voilà pourquoi vous devez me suivre à chaque fois quand je publie les vidéos et quand je fais mes lives. Abonnez-vous et puis essayez d'activer la notification, je sais pas, mais débrouillez-vous. Comme ça, on va lire. Nous sommes à la page 21, effectivement. Ah non, j'ai même pas encore fini la dernière page, effectivement. Ok. Donc, c'est important. On continue la lecture. Le sort de Laurent Gbagbo est scellé. Tous ses discours et recours seront... Je reprends. Le sort de Laurent Gbagbo est scellé. Tous ses discours et recours seront désormais tenus pour dérisoires et illégaux. On leur préférera une attaque militaire contre Gbagbo, alors qu'un nouveau décompte des voix sous contrôle international aurait clos le débat sans faire un mort, selon les observateurs. Écoutez, hein, si le résultat final avait été une victoire de Gbagbo, les rebelles auraient de toute façon pris les armes contre lui, m'a confié Jean-Marc Simon, l'ex-ambassadeur de France à Abidjan. Mes frères et sœurs, est-ce que vous avez entendu? Jean-Marc Simon, qui était l'ex-ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, dit à M. François Mattei que si M. Gbagbo avait gagné les élections, là, hein, d'après, voilà, hein, quels que soient les résultats, tant que c'est en avantage ou effectivement en 1, 2, 3, tant que c'est à l'avantage de M. Gbagbo, les rebelles auraient pris les armes. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Quels que soient les résultats, qu'ils soient en avantage ou désavantage, ils auraient pris les armes. C'est ce qu'ils ont fait. Je relis cette partie-là. Si le résultat final avait été une victoire de Gbagbo, les rebelles auraient de toute façon pris les armes contre lui, m'a confié Jean-Marc Simon, l'ex-ambassadeur de France à Abidjan. Selon vous, c'est qui un ambassadeur? C'est un gars ou bien une personne qui représente quelqu'un à l'étranger, non? Qui représente son pays à l'étranger, non? Donc si Jean-Marc Simon, qui est l'ambassadeur, qui est l'ex-ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, dit que si M. Gbagbo avait gagné les élections, forcément les rebelles avaient pris les armes contre lui de toute façon. C'est parce qu'il sait ce que les Français préparaient contre M. Gbagbo. C'est parce que Jean-Marc Simon, qui représente la France en Côte d'Ivoire, là-bas, qui représentait la France en Côte d'Ivoire, savait pertinemment que M. Gbagbo allait être attaqué.
Excusez-moi, je vais parler vite tellement. J'ai plus de souffle, désolé. Voilà. Ils savaient très bien que M. Gbagbo allait être attaqué. Quelle que soit l'issue des résultats. Mais c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Malheureusement. Bref, je vais clore le sujet. Donc, la lecture pour aujourd'hui. Nous avons commencé, hein, effectivement, hein, il est 21h25. On a commencé un peu tôt. À 19h30, 30 par là, ouais. Donc, j'ai lu quand même au moins, disons, 20 pages. Je vais terminer cette partie-là. Alors, cette cheville ouvrière de l'opération évacue ainsi tout regret par rapport à une solution négociée. Un dernier coup de boutoir du contingent militaire français, l'Icône, après 10 jours de bombardement sur la résidence présidentielle par les hélicoptères Puma et Gazelle, relayés par ceux de l'ONUCI, met le point final ce 11 avril. Croit-on non seulement à cette crise post-électorale, mais aussi à la décennie la plus tourmentée de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, voilà ce qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, ils dînent avec M. Ouattara. Ils nous disent rentrez chez vous. Vous faites quoi ici en France? Et vous voyez Marine Le Pen, extrême droite. Il y a trop de noirs ici. Rentrez chez vous. Mais si Marine Le Pen vient au pouvoir, je vous jure sur tout ce qu'elle cherche. Bon, elle ne peut pas se présenter d'ailleurs. Puis je pense qu'ils vont essayer de mettre Badela qui n'a absolument rien dans le cerveau. Mais que ce soit l'extrême droite, que ce soit l'extrême gauche, que ce soit LR, c'est-à-dire les républicains, que ce soit les socialistes, que ce soit tous les partis d'opposition qui viennent au pouvoir ou qui viennent au pouvoir, leur politique vis-à-vis de l'Afrique ne va jamais changer. Jamais. Je peux vous jouer sur tout ce que je cherche. Ça ne va jamais changer. Marine Le Pen qui gueule tout le temps pour dire qu'il y a trop de Noirs en France et que les Noirs profitent de la France. Ils viennent profiter de la cave des aides sociales là. Elle ne va jamais changer sa politique vis-à-vis de la France parce que ce sont leurs vaches à lait. Vous voyez ce que vous voyez ce que je veux dire, non? L'Afrique représente, entre guillemets, comment il va appeler ça, non? Donnez-moi dans les commentaires, qu'est-ce que je peux appeler ça? L'Afrique représente effectivement l'alimentation française. L'Afrique représente l'alimentation française sur le plan économique, le plan géopolitique, le plan stratégique, le plan international et tout. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a un sérieux problème qui se pose au niveau, effectivement, de la France et de l'AES. Merci, le grenier Saint-Esprit. Voilà. L'Afrique représente le grenier de la France parce que c'est tout. Donc, si Marine Le Pen, avec son parti politique, là, l'extrême droite, effectivement, donc, comment on appelle, RN, ou même Jean-Louis Mélenchon vient avec NUPS ou je sais pas quoi, ou LFI, ou je sais pas, LR vient au pouvoir, ça ne va jamais changer. Ou même si c'est Zemmour qui a toujours 1%, même s'il vient au pouvoir, ça ne va jamais changer. Ils vont toujours avoir une politique condescendante vis-à-vis de l'Afrique et surtout de la Côte d'Ivoire. Ça ne va jamais changer. Parce qu'ils font tous de beaux discours, hein, vous les voyez comme ça.